Et voilà, c'est parti, Sylvie. Oui, alors bonjour à tous. Nous allons, puisque nous avons fait déjà deux formations, disons, deux réunions au sujet de l'évaluation et que je reconnais des gens qu'on a vus précédemment et d'autres qui sont nouveaux. Donc, pour vous souhaiter la bienvenue, on va peut-être faire un petit tour de table rapide. Ce qui serait intéressant surtout, c'est de savoir les niveaux que vous enseignez et puis où est-ce que vous êtes aussi. Comme ça, peut-être même pour faire les groupes tout à l'heure, ça va être un petit peu plus facile. Si vous voulez rajouter l'intérêt principal qui vous a amené à être avec nous aujourd'hui, vous pouvez le faire au contraire. Donc, on va commencer par, je ne sais pas qui veut commencer. Allez, Madame Belle Humeur, tiens, hop, t'es tirée au sort, André. Merci beaucoup, c'est très gentil. André Bellumeur, conseillère pédagogique à la commission scolaire. Puis, dans le passé, j'ai enseigné de la maternelle à 12e année. Ah, ces vrais enseignants qui ont enseigné tout de tous les niveaux. Voilà, ça c'est le summum. Quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Julie Lemay, conseillère pédagogique en évaluation pour le Conseil scolaire Centre-Nord. J'ai enseigné les sciences de 7 à 12 et j'ai travaillé pour le ministère 5 ans en développement de curriculum. Pas cette version, merci pour ça. Et maintenant, je travaille, comme j'ai dit, ça fait 4 ans en évaluation. Alors, je suis ici pour voir quoi d'autre que je peux apprendre de vous pour améliorer mes propres formations. Et surtout, n'hésite pas, Julie, à amener aussi ce que tu as appris déjà, et comment enrichir notre présentation. Tu es la bienvenue. Quelqu'un d'autre? Et, mon nom c'est Fatou, Madame Fatou, je suis l'enseignante de la première année à l'école à la découverte. Alors, je suis là moi aussi pour apprendre le domaine de l'évaluation. Parfait, merci Fatou. Je m'appelle Julie Saint-Onge, je suis enseignante de 5e année et direction adjointe à l'École Terre des Jeunes ici à Calgary. J'ai travaillé il y a presque 20 ans maintenant sur comment et pourquoi évaluer en Ontario. Donc, je voulais savoir qu'est-ce qui était nouveau, qu'est-ce qui avait différent, qu'est-ce que tu avais à nous apporter, Sylvie. C'est la curiosité. OK, merci Julie. Quelqu'un d'autre? Bonjour, Josée Demel. Je suis enseignante de mathématiques secondaire à l'École La Source à Calgary. Et puis, j'ai travaillé un petit peu avec Julie sur le programme. Je suis vraiment contente de la voir sur l'écran. Et puis, moi aussi, je suis ici pour apprendre un petit peu plus sur l'évaluation formative. Puis, ça m'avait vraiment intriguée là, dans la description, comment partir vraiment des difficultés des élèves pour apprendre vraiment à planifier mes prochaines leçons. Donc, oui, par curiosité, moi aussi, je suis ici. Parfait, merci Josée, pardon. Quelqu'un d'autre? Oui, bonjour. Moi, je m'appelle Annick Gagnon. Je suis enseignante en 7e, 8e et 9e année à l'école 4 saisons à Beaumont. Et je suis ici parce que je suis toujours à la recherche de nouvelles idées et de sources d'inspiration. Parfait, merci. Je pense qu'il nous reste encore quelques personnes. Bonjour, je m'appelle Jasmine. Je travaille à l'école Voyageurs à Côte-Lake. Je suis en première année d'enseignement, donc le plus d'informations que je peux avoir, les formations, c'est toujours super et je suis contente d'être ici pour en apprendre davantage sur les évaluations formatives et sommatives. Merci Jasmine. Et quel niveau enseignes-tu? J'enseigne la 7e année, la 3e année en anglais et l'éducation physique en première année. D'accord, c'est varié. Je ne sais pas s'il reste quelqu'un d'autre. Je pense qu'on a fait le tour de tout le monde ici. OK, parfait. Donc, est-ce qu'on peut... Oui.
avancer peut-être? Absolument. Oui, pardon. Ouais. Bon, bienvenue à tous, tour de table, et voilà. Ce petit schéma, c'était juste pour replacer ce troisième volet dans la série par rapport à ce que l'on avait discuté les fois précédentes. Donc, notre premier volet, c'était sur les apprentissages essentiels et notre deuxième volet, c'était sur les évaluations de diagnostic et les évaluations repères. Donc, comment à partir des apprentissages essentiels de l'année précédente, on allait faire nos évaluations diagnostiques avant d'aborder un nouveau sujet ou un nouveau domaine ou unité ou chapitre. Et comment on allait donc à partir de là planifier l'aide pour nos élèves qui en avaient besoin et ensuite donc pouvoir tout en les aidant les faire quand même rentrer dans la boucle d'apprentissage et d'évaluation rétroaction qui est sur la droite du schéma, c'est-à-dire à l'année le niveau auquel on enseigne. Donc ce volet-ci, ce troisième volet va plutôt se concentrer sur les évaluations et la rétroaction. Enfin, on va y toucher un petit peu, mais on en parlera aussi dans la prochaine fois. Donc, en ce qui concerne... oui, je te laisse aller, Barbara. Donc, ce qui m'a... personnellement, ce qui m'a fait avancer dernièrement, c'est d'utiliser le processus de planification inversée. Vous avez dû en entendre parler, donc on appelle en anglais backward design ou backward planning ou plan with the end in mind. Je sais que Hein Davis se réfère souvent à cette expression-là. C'est-à-dire partir donc d'un groupe de résultats d'apprentissage. Alors, ça peut être seulement des apprentissages essentiels si on veut justement différencier pour des élèves qui sont plus faibles ou qui ont plus de difficultés. Et puis, un certain groupe de résultats d'apprentissage. Ensuite, déterminer, donc dans notre planification, l'étape d'après, c'est déterminer les preuves acceptables qui vont servir d'évaluation sommative. Et on va parler un petit peu de triangulation à ce sujet-là. Et ensuite, à partir de là, une fois qu'on sait quel type d'évaluation sommative on va faire, eh bien, planifier et les situations d'apprentissage et les évaluations formatives et la rétroaction associée que l'on va donner. Alors, j'ai rajouté dans la première partie là, de cibler le groupe d'apprentissage essentiel, mais ou d'apprentissage, disons, mais aussi la grande idée associée. Je vais juste donner un petit exemple. Quand on enseigne, par exemple, Sciences 9, la biodiversité, on a toute une série de résultats d'apprentissage. Donc, j'adore le programme de Sciences 9, d'ailleurs, il est tellement varié. Mais la grande idée derrière, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on veut finalement dans un langage qui n'est pas celui forcément de l'éducation? Pourquoi ça se trouve là dans notre curriculum de sciences? Je pense que, à mon avis, ce que l'on cible, c'est que les élèves apprennent à connaître la biodiversité, comprennent son rôle essentiel et donc s'engagent ou soient comment dirais-je, motivés pour la protéger. Donc, je dirais ça, pour moi, c'est la grande idée qui est derrière. Alors oui, ils vont apprendre qu'est-ce que c'est l'ADN, les mutations génétiques, etc., etc. Mais en même temps, la grande idée, elle est là et ça peut nous aider justement à planifier ensuite nos évaluations sommatives parce que ça nous donne un petit peu de recul. Donc, je vais développer un tout petit peu la triangulation ici. En ce moment, donc, on en entend beaucoup parler et puis on peut changer, Barbara, oui, pour le prochain, pardon. Donc, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'obtenir des preuves d'apprentissage, mais par plusieurs moyens. Donc, pour résumer, j'aime bien le petit dessin ici. Pour résumer, nous, par exemple, je dirais au secondaire, et surtout dans la deuxième partie du secondaire, on a souvent l'habitude d'évaluer des productions. Alors, ça peut être des examens, des projets, des rapports de laboratoire, etc. Mais ça enrichirait nos évaluations sommatives et ça augmenterait leur fiabilité si on pouvait aussi
associer à ces productions des conversations avec l'élève et associer aussi des observations, en particulier dans la pratique d'habileté. C'est souvent plus raisonnable, et par exemple, surtout en sciences, d'aller observer ce que l'élève fait donc dans sa tâche, que ce soit une expérience ou un laboratoire, qu'il ait un mode, une démarche à suivre ou qu'il l'ait lui-même créé. Ça nous apporte beaucoup plus d'éléments, disons, que de répondre à des questions et même des questions à choix multiples. Donc, l'idée, c'est d'aller chercher le meilleur moyen, finalement, d'avoir plusieurs moyens pour évaluer l'élève et pouvoir en tirer un résultat qui est, disons, plus fiable. Donc, c'est pour ça que j'aime le dessin aussi, parce qu'il y a écrit ici une tendance générale. Voilà, avec ces 3 éléments-là, qu'est-ce qu'on va aller chercher? Est-ce qu'on va décider que, oui, ben, l'élève nous a montré qu'il a atteint les objectifs? Qu'est-ce qu'il nous a montré? Donc, améliorer la fiabilité, mais aussi ça permet de donner la chance aux élèves de démontrer leur apprentissage de la façon qui leur convienne le mieux. Alors, ça, c'est vrai, je pense, presque, j'allais dire, de maternelle à 12. Le seul bémol que je mettrais, c'est que je pense que tant que les élèves ne savent pas bien écrire, et corrigez-moi si j'ai tort, mais je pense que les enseignants de maternelle à 3, ils font très bien finalement, ils savent très bien diversifier leurs évaluations parce que justement, ils ont moins de références où ils s'appuient moins sur l'écrit. Et le problème, au fur et à mesure que les années passent, j'ai l'impression qu'on s'appuie de plus en plus sur l'écrit au détriment d'autres moyens. Donc, je donnerai juste un exemple ici. Barbara et moi, on a eu une conversation un jour avec une collègue de première année, je pense, qui nous disait sur les régularités, donc il y avait des dessins ou des objets avec des poissons, des étoiles de mer et puis bon, d'autres êtres vivants. Et la petite fille avait bien fait sa régularité jusqu'à un point où tout d'un coup, il y avait un oursin qui apparaissait au milieu des poissons. Et puis, si elle avait juste observé la régularité telle qu'elle avait faite, elle aurait pu déduire que, bon, ben, peut-être qu'elle n'avait pas bien compris. Alors que quand elle a posé la question, donc par conversation avec l'élève, ben, pourquoi tu as fait ça, explique-moi, elle s'est rendue compte que, ben, en fait, la petite fille pensait que c'était un poisson. Donc, elle avait très bien compris le concept de régularité, elle n'avait juste pas la connaissance pour mettre l'oursin au bon endroit. Voilà, donc, bon, je pourrais, en ce moment, je suis en train de lire, enfin, j'ai fini de lire un livre dont Alberta Assessment Consortium a fait plusieurs... enfin, en ce moment, on a fait une lecture avec un groupe d'enseignants donc, de ce livre-là qui s'appelle Rebooting Assessment. Voilà, vous voyez le titre, je ne vais pas écorcher plus l'anglais que je ne l'ai déjà fait. Et dans ce livre est fantastique. Enfin, déjà, je trouve que c'est un livre du XXIe siècle quand on regarde comment il est fait, comment il est écrit. Puis, il réfère à beaucoup de vidéos où on peut voir des enseignants justement qui pratiquent cette triangulation. Et donc, je vous le conseille parce que je trouve que ça donne beaucoup d'idées pour commencer à le mettre en œuvre. Donc, je m'appuie un peu là-dessus pour la suite. Je ne veux pas trop parler, donc je surveille l'heure. Donc, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Je vais juste donner quelques exemples. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire évaluer par observation? Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est surtout pendant la réalisation, par exemple, d'une tâche, vous allez chercher des habiletés ou voir si certaines des habiletés ou connaissances ont été acquises par l'élève, est-ce qu'il les démontre? Donc, c'est vrai que ça peut être dans les programmes de sciences, et je pense au primaire jusqu'à la fin du secondaire, ça peut être une expérience, ça peut être un laboratoire. Donc, on va regarder en particulier vis-à-vis des habiletés de laboratoire ou de la démarche scientifique. Est-ce que l'élève nous montre qu'il a atteint ces objectifs-là? On peut lui demander de nous faire une démonstration.
Je pense que c'est en 6e année qu'on commence à voir l'électricité, les circuits électriques. En 9e année, on le revoit. Pourquoi donner sur un test écrit le schéma d'un montage en demandant ce qui ne va pas ou quels éléments mettre à quelle place? C'est tellement mieux pour l'élève de l'avoir devant lui et puis de faire la tâche réellement. Donc, ça peut être faire le plan d'un objet si on veut lui faire produire un certain mouvement ou quelque chose comme ça. Ça peut être aussi une observation de discussion. On a lancé un sujet entre 2 élèves et quelle discussion s'engage entre les deux, comment les arguments qui sont donc donnés peuvent nous donner une idée de l'atteinte des objectifs. Ça peut être évidemment une présentation orale. Donc, dans l'observation, il faut comprendre qu'il y a une part d'écoute ou pourrait y avoir une part d'écoute. Si c'est une évaluation sommative, eh bien, il faudrait en garder une trace. Donc, la trace, ça peut être, maintenant que nous avons la technologie, donc ce n'est pas seulement une trace écrite, ça peut être des photos, ça peut être une vidéo. Et ensuite, il faut en faire donc l'évaluation, et une évaluation par observation. Pour ma part, je pense que le plus simple, c'est d'avoir une liste de vérification ou une grille d'évaluation avec nous. En mathématiques, c'est un petit peu la même chose. De tout ce qui réfère à la forme et à l'espace, à la limite, bon, à part la partie calcul peut-être qui quelque part doit être écrite, mais sinon, quand on pense, mettons en mathématiques en 8e année, tout ce qui a trait au développement, à l'aire de la surface, au volume, donc qui fait appel à des mesures, au lieu de donner une image d'un objet à un élève, pourquoi on ne lui donne pas l'objet? Donc, bon, il y a des constructions à faire. Math 8 encore, parce que je l'enseigne, il y a toute la partie sur et Math 9 aussi d'ailleurs, sur les rotations, etc., en fait, les transformations géométriques. Donc, tout ça, ça peut être fait de façon concrète et on observe l'élève quand il le fait. On peut essayer d'envisager aussi alors, la tâche authentique, c'est peut-être, ça nous force à aller chercher comme moyen d'évaluation quelque chose qui est vraiment relié à la vie courante et ça devrait nous forcer à nous poser la question, en fait, que nous posent parfois souvent les élèves. Ils nous disent, mais à quoi ça sert que j'apprenne ça? Et le fait d'essayer de trouver donc des tâches qui soient, bon, que n'importe qui, peut-être dans certains métiers, on ferait et qui font appel à ces concepts mathématiques, je pense que ça ne peut qu'enrichir en fait aussi la connexion que peut avoir l'élève avec la matière. Donc, on peut en garder une trace écrite ou une trace concrète si c'est un objet que l'élève a fait à partir d'un développement. Bon, et là aussi, on peut évaluer avec une liste de vérification, une grille d'évaluation. En ce qui concerne les langues, bon, ça peut aller du primaire où la lecture à voix haute, bon, ben, tout ce qui est lecture, évidemment, il y a des objectifs de fluidité de lecture, etc. Donc, ça peut être fait par observation et on n'est pas obligé de prendre les élèves un à un et de les écouter nous-mêmes. Ils peuvent s'enregistrer, on peut donc avoir des enregistrements audio ou vidéo. Dans le livre de Damien Cooper, il y a une enseignante d'anglais qui disait quelque chose qui m'a rappelé ce que disent parfois les enseignants de langue chez nous, c'est-à-dire que quand ils font lire des romans aux élèves, eh bien, il y a des élèves qui ne les lisent pas, en fait, bien qu'ils aient des périodes de lecture, etc. Donc, comment s'assurer quelque part que l'élève l'a lu? Si on fait juste une évaluation de compréhension à choix multiples et quelques discussions, peut-être en grand groupe en classe, on ne va pas avoir la meilleure idée, ça ne va pas forcément motiver l'élève non plus pour qu'il lise le roman, mais si c'est donc la stratégie qu'elle avait mise, c'était de faire des petits groupes de discussion, des groupes de 3, suite à la lecture d'un roman, et puis donc suivant les résultats d'apprentissage qui étaient visés, si c'est dégager les personnages principaux, donc dire ce qui leur arrive, enfin vous connaissez
ceux qui enseignent les langues connaissent mieux que moi. J'avais mis en repère en bas de la présentation les résultats, mais je ne les ai pas appris par cœur, donc j'ai du mal à les retrouver. Mais c'était en gros de savoir décortiquer qu'est-ce qui se passe et quelles sont les influences sur les personnages principaux de différentes circonstances, etc. Donc, elle se met en retrait, elle prend 3 élèves, elle lance la discussion entre les 3, puis elle a sa grille d'évaluation, elle se met en retrait, elle n'intervient pas, elle ne fait qu'écouter. Donc, est-ce qu'ils sont capables d'aller chercher dans le livre? Est-ce qu'ils l'ont annoté? Est-ce qu'ils sont capables d'aller rechercher des événements majeurs et puis dire, ah ben oui, à un moment donné, il y a tel personnage qui dit ça. Donc, elle a une bien meilleure idée de la compréhension du roman que si c'était juste par une série de questions. Ça, c'est par observation. Donc, ensuite, évidemment, il y a tout ce qui est évaluer une production, donc évaluer une tâche qui a été réalisée. Je pense qu'on est tous, en tous les cas au secondaire, c'est, je pense, le mode d'évaluation qu'on privilégie peut-être un peu trop. Donc, vous voyez, par rapport au laboratoire où on va regarder comment l'élève manipule et qu'est-ce qu'il fait, bon, on peut évidemment lui demander de faire un rapport de laboratoire, c'est-à-dire de présenter ses résultats et l'analyse des résultats. Et ça doit aussi être fait parce que ça fait partie des résultats d'apprentissage. Donc ensuite, en production, ça peut être en sciences, de faire un réseau conceptuel. C'est quelque chose que je fais beaucoup avec les 9e années, justement dans le domaine de la biodiversité. Ça peut être une maquette, je pense, en 8e année quand on fait l'étude de la cellule. Donc après, l'élève... Alors là, la triangulation, on peut tout de suite, à partir de la production, faire intervenir un deuxième mode d'évaluation qui est celui de la conversation avec l'élève. Il vous a remis l'objet, la maquette, le dessin, peu importe, et lui poser des questions sur ce qu'il a fait, pourquoi il l'a fait de cette manière-là, et si on modifiait ceci ou cela, qu'est-ce qui se passe? Je pense que ça amène une meilleure compréhension de ce que lui-même, justement, a compris. En maths, on peut demander à l'élève de faire une vidéo qui explique comment il s'y est pris ou comment il arrive à résoudre une équation, quelles sont les étapes. On peut leur faire des projets, évidemment, sur la forme et l'espace. Il y a toujours de la place pour l'examen écrit. En langue, bien sûr, les productions peuvent être écrites ou orales. Bon, ça peut être une tâche d'écriture. Je ne sais pas, bon, il n'y a pas l'air d'avoir peut-être beaucoup de gens entre vous, parmi vous qui enseignent les langues au niveau 10 à 12, mais parfois on a aussi disons, les enseignants, quand ils ont à corriger des textes qui sont longs de la part de leurs élèves, eh bien, ça prend énormément de temps. Donc, découper les tâches d'écriture en petits morceaux, puis faire juste un paragraphe ou juste, on va travailler l'introduction, on ne travaille que l'introduction. Ça aide aussi à découper un petit peu le travail pour les enseignants, mais c'est surtout, ça permet aux élèves d'avoir si c'est une évaluation formative, d'avoir une rétroaction beaucoup plus rapide que quand c'est un long texte, mais il faut aussi qu'ils apprennent évidemment à faire les textes en entier. Ensuite, la troisième façon, je viens d'en parler un petit peu, c'est d'insérer le mode conversation avec l'élève. Et ça, personnellement, pour moi, ça a été ma grande découverte du Covid, puisque quand on est passé directement, on était en ligne, etc., et pourtant, il fallait continuer à évaluer les élèves. Ça a donné lieu d'ailleurs au fait, ne croyez pas que je fais de la triangulation dans tous mes cours, hein. Je n'en suis pas encore là. Donc, pour moi, mes cours de chimie 20 et de chimie 30, c'est ceux où j'ai, je pense, les meilleurs types d'évaluation et justement où j'utilise beaucoup la triangulation. Et mon objectif pour l'année prochaine, c'est d'appliquer cela au cours de Sciences 9. Et puis une bouchée à la fois et ensuite on verra pour les autres. Donc pendant le Covid, avec mes cours de chimie, je faisais des entrevues avec les élèves, ils préparaient, donc ils avaient un scénario, bien sûr qu'il y allait avoir des calculs au milieu de tout ça à faire, donc ils préparaient ça, puis ensuite on avait une entrevue ensemble. Donc même s'ils avaient fait leur préparation de scénario à livre ouvert, etc.,
le fait de leur poser des questions, ça me donnait une très bonne idée de leur compréhension réelle. On peut avoir une entrevue aussi suite à une production, donc même à un examen écrit. Je pense que ça a dû vous arriver à tous de voir un résultat d'examen écrit pour un élève et de se dire non mais moi j'ai vu en classe qu'il comprenait mieux que ce qu'il m'a montré là. Et en fait, peut-être parce que notre examen écrit, l'élève était stressé ou c'est un problème de français en fait. Il a mal compris la question ou la situation qu'on lui décrivait. Il ne faut pas que ce soit un test de lecture non plus. Ou aussi certains élèves qui manquent de visualisation. Ils ont du mal à visualiser. Donc voilà, je pense que ça explique un petit peu comment on pourrait diversifier nos évaluations. Je vais juste dire un petit mot. Parfois, quand j'ai discuté avec d'autres collègues, on me dit « mais oui, mais je n'ai pas le temps ». Je n'ai pas le temps de prendre les élèves en un ou même en petit groupe. Et je le comprends hein, parce que quand j'ai commencé à enseigner avec Science 8, Science 9, là ça allait à peu près, mais quand je suis venue dans l'école dans laquelle je suis maintenant, les cours se sont diversifiés, donc j'avais des cours de licence 12. Et au début, oui, effectivement, c'est pas que je manquais de temps pour finir mon programme, mais je finissais juste. Et aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir plein de temps. Et en fait, je me rends compte que j'ai beaucoup raccourci mon temps d'enseignement pour allonger le temps de travail en classe par les élèves. Donc, ce qui fait que je circule beaucoup plus. Donc, il y a beaucoup plus d'évaluation formative informelle qui est faite. J'ai aussi raccourci mes évaluations écrites parce que j'amène d'autres modes d'évaluation au milieu. L'autre question qu'on m'a posée aussi, quand tu évalues par conversation, que fait le reste de la classe? Si tu prends les élèves un à un pour discuter avec eux ou en petit groupe, qu'est-ce qu'ils font les autres? Et l'enseignante aussi, un des enseignants dans le livre de Damien Cooper disait, c'est vrai, avec les plus âgés, les laisser sans surveillance dans la classe pendant que nous, on est dans le couloir, ça ne pose pas de problème. Avec des 8e années, surtout une des classes que j'ai, c'est un peu plus différent. Mais ils peuvent faire un travail individuel ou en groupe. Et je pense aussi qu'il faut un peu décloisonner l'école, pas abattre les murs, mais abattre certaines frontières. Donc, oui, on a tous nos périodes de préparation, etc. Mais on peut, mettons, là aussi, on l'a vu avec le Covid, et je pense que nous, dans nos conseils francophones, avec le manque de suppléants, eh bien, un de nos collègues peut surveiller notre classe pendant sa période de préparation, pendant que nous, on évalue par conversation les élèves de cette classe-là. Donc, c'est un arrangement peut-être qu'on peut trouver. Quand on a des élèves dans la classe, on n'est pas loin de toute façon, donc on peut aussi faire ça. Et la conversation n'a pas besoin de durer 1 heure. Hein. Si on a ciblé peu de résultats d'apprentissage, ça peut aller assez vite. Sylvie, je vois que Julie a levé la main. Elle a peut-être une pardon, question. je n'avais pas vu. Oui? En fait, j'avais un commentaire. Oui. Juste que quelque chose que j'ai remarqué, c'est que nos enseignants ont tendance à penser que l'évaluation par observation et conversation n'est pas aussi valable que des produits, mais ce n'est pas le cas. Ce qu'on doit faire, par contre, c'est d'enregistrer ces observations et conversations-là, et ça peut faire partie de ta note à 100%. Même ça te dit plus, comme Sylvie, tu disais tout à l'heure. Oui, je suis d'accord avec toi et je te remercie de le dire. Tu as tout à fait raison. Et c'est pour ça que j'avais écrit, c'est une idée que j'ai prise justement sur notre site, mais le fait de dire, voilà, si on retourne un tout petit peu en arrière, Barbara, juste à l'un des exemples. Voilà, c'est de garder la trace parce qu'effectivement, si c'est une évaluation sommative, oui, il faut une trace et on peut y revenir justement après. Et je pense d'avoir aussi j'imagine que devant un parent, s'il est capable de voir l'objet, ou là c'est une conversation, mais plutôt d'avoir accès même à l'enregistrement, et puis ensuite d'avoir la grille d'évaluation qui va à côté,
ben oui, ça peut être aussi performant si ce n'est plus qu'un test écrit, oui. Effectivement. Mais après, c'est comme tout. Si on m'avait dit ça au tout début, quand j'ai commencé, si on m'avait dit ça, qu'est-ce que j'aurais pensé par rapport à aujourd'hui? Je ne sais pas. Mais je pense il faut se lancer. Il faut y aller petit à petit, mais il faut se lancer et le faire une fois. Et quand on le fait, bon, ben, au début, bon, c'est plus ou moins bien fait, mais après, on raffine avec le temps, mais on se rend compte de la richesse. Moi, ce qui m'a étonnée pendant le Covid, c'était ça, c'était discuter avec mes élèves sur leur scénario de chimie 30, là, peu importe ce que c'était, et puis de me dire, waouh, mais j'aurais jamais eu accès à ça si j'avais pas passé avec l'élève, si je n'avais pas parlé avec l'élève. Et c'est là la richesse. En fait, après, on se dit, mais bon, à part, oui, le fait qu'il y a des calculs à faire, il faut que je les vois, ces calculs-là, mais pourquoi évaluer à l'écrit? Alors, ça ne veut pas dire que ça ne doit plus exister, mais je pense que j'avais presque fini, juste de dire un petit mot sur l'évaluation formative, parce que là, dans notre processus de planification, évidemment, les évaluations formatives, il faut qu'elles préparent à ces modes d'évaluation sommative-là. Donc, si on fait des discussions, je pensais à l'enseignante de langue, si elle fait des discussions avec ses élèves par groupe de 3 sur le roman, bien sûr qu'ils se sont entraînés sur des textes plus courts à faire ce genre de discussion, etc. Ils ont compris qu'est-ce qu'on en attendait d'eux. Comme moi, quand je fais un chimie 20, par exemple, une des évaluations, c'est un laboratoire. Les élèves doivent trouver la concentration en acide d'une solution qui est complètement inconnue. Donc, ils doivent comprendre. Donc, on en a parlé ensemble. Et puis, moi, je vais évaluer là-dedans quelles sont leurs habiletés de laboratoire et est-ce qu'ils ont choisi les bons appareils, si vous voulez, la bonne verrerie pour le faire. Est-ce qu'ils font des tests grossiers d'abord et puis ensuite ils raffinent. Est-ce qu'ils se débarrassent comme il faut des déchets, etc. Donc, tout ça, on l'a préparé par petits bouts quand on a fait des laboratoires pour lesquels ils avaient déjà une démarche, mais dans l'évaluation, c'est eux qui vont faire leur démarche, c'est eux qui doivent tout faire à la fin. C'est vraiment, il y a des élèves qui m'ont demandé, que j'ai un chimie 30 maintenant, qui m'ont dit, mais madame, est-ce qu'on va continuer à faire des évaluations comme ça? C'était tellement bien. Et quand je les regardais, j'avais l'impression de voir des techniciens, autrefois, quand j'étais chimiste, là, d'avoir les techniciens dans mon laboratoire, c'était merveilleux. Pour les sciences s'y prêtent bien, c'est sûr. Donc, je vais dire juste un petit mot, puis après, je veux absolument que vous travailliez ensemble et qu'on puisse discuter, mais les évaluations formatives donc, vont suivre un peu le même processus où, disons, elles vont, elles aussi, faire appel à ces 3 modes d'évaluation. Personnellement, je commence à enrichir mes évaluations formatives par le fait de donner, je donne un petit exemple ici de grille d'évaluation à l'élève qui va faire son auto-évaluation. Il va être évalué par les pairs ou c'est l'enseignant qui va l'évaluer. Donc, là, c'était une petite grille sur la résolution de problèmes avec des équations. Donc, j'ai mis d'un côté les points à améliorer, de l'autre côté, au milieu, j'ai défini des critères, donc ceux qui définissent l'atteinte de l'objectif, et puis j'ai mis les preuves d'atteinte ou dépassement de l'objectif que j'ai vu. Donc, l'élève peut s'en servir d'auto-évaluation parce que même s'il n'est pas certain que l'équation traduit correctement son problème, il peut se dire « Ah, oups, j'ai mis un X dans mon équation, mais j'ai nulle part écrit qu'est-ce que c'était le X ?» Donc, c'est écrit « Ah, la variable est clairement identifiée. » Il peut lui-même s'aider de cela pour savoir où il en est, donc, etc. Ça peut être une liste de critères comme ceci qui peut servir à l'auto-évaluation, ça peut servir à l'évaluation par les pairs, ça peut servir à l'enseignant pour évaluer le travail. Voilà. Donc, après, oui, juste si on repart, oui,
La rétroaction, voilà, merci Barbara, c'est exactement ça. La rétroaction, elle peut être écrite, mais elle peut être aussi orale. Je pense au temps que ça peut faire gagner. Effectivement, même quand on nous donne un travail et puis que nous, on va le corriger à la maison, eh bien, on va préparer notre rétroaction. Elle n'est pas obligée d'être écrite. Elle peut être orale et enregistrée. Bon, bien sûr, si on écoute, on regarde les élèves travailler, mettons dans ma classe de maths 8e, je les regarde travailler en classe, eh bien, je peux me promener avec ma grille ou je peux me promener avec ma fiche de feuille anecdotique, mais en même temps, de notes anecdotiques, voilà, mais je peux en même temps avoir une rétroaction spontanée à l'oral avec eux sur ce qu'ils ont fait. Bon, je dirais que une tâche authentique, juste, mais pour donner un dernier petit... Oh non, on va le laisser, Barbara, on va le laisser comme ça. Je pense qu'on va aller à ce qui suit parce que ce serait bien. Ce que j'aimerais ou ce que nous aimerions faire maintenant, c'est, je ne sais pas si tu veux qu'on soit un petit groupe ou un grand groupe vu le nombre de participants que l'on a, mais l'idée de toute cette série sur l'évaluation, c'est d'aider les enseignants, et pas seulement de leur apporter des idées, mais que ça vienne ensuite à quelque chose de concret. Donc, dans ma question, qu'est-ce que vous voudriez évaluer différemment? J'aurais presque envie de dire, quel est votre cauchemar d'évaluation, si vous en avez? De telle sorte que vous puissiez en parler et puis qu'on puisse ensemble discuter de stratégies qu'on pourrait mettre en œuvre. Donc, je te laisse la parole, Barbara. Ben oui, j'allais juste dire pour les sous-groupes, on peut diviser le groupe en deux, donc 2 sous-groupes de 4 en utilisant le Jamboard que je peux mettre dans le chat pour répondre à ces 2 questions-là ou d'avoir au moins une discussion sur ces 2 questions. Qu'en penses-tu, Sylvie? Oui, très bien. Fait que je vais arrêter. Alors, Sylvie, je te laisse la parole. On pourrait écouter ce que chaque groupe a dit, peut-être. Est-ce qu'il y a quelqu'un du groupe 1 qui veut nous partager ce qui a été discuté? Et après, quelqu'un du groupe 2 fera la même chose. Et je pense, je vais parler, parce que je pense que j'ai parlé beaucoup. C'était intéressant parce qu'on avait on avait de la maternelle puis de la 7e, 8e année ensemble, première année d'enseignement, rétrospection de qu'est-ce que c'est, tout ça. Fait que c'était plutôt au niveau de la triangulation, de la conversation, des observations, des productions, des choses qu'on a essayées, qui a fonctionné, qui n'a pas fonctionné, puis quelle est notre bébite. Au niveau de l'enseignement, au niveau de l'évaluation, c'est quoi nos bébites? En général, on était 3, c'était les productions écrites. Et à la maternelle, c'est comment évaluer un enfant au niveau des sciences, par exemple. Arriver à avoir quelque chose de concret au niveau des sciences pour les petits bouts de chou. Non, c'était très intéressant. Malgré la diversité, là, on se rejoint finalement. C'est 3 composantes importantes, juste dans différents formats. C'est à peu près tout, hein? C'est qu'on a parlé dans le groupe. Oui, pas mal. Merci, André. Est-ce que quelqu'un d'autre que moi veut faire un petit résumé pour le groupe 2? Je vais y aller, Paul. Je pense qu'un des grands morceaux qui est revenu, c'est que lorsqu'on a des conversations avec les élèves, c'est là qu'on voit, puis c'est la période d'éveil comme enseignant qu'on voit, on peut tellement apprendre plus, puis j'ai beaucoup plus appris sur la compréhension de mon élève. C'est Josée qui a partagé son expérience avec ceux-ci en salle de classe et puis comment qu'elle aimerait avancer davantage avec ces évaluations-là. Puis on a parlé des difficultés parce qu'on a tout, c'est de prendre le pas à enregistrer ces évaluations ensuite, qui je pense qui est le prochain pas. Oui, garder une trace, exact.
Alors, Sylvie, j'aimerais juste revenir sur ma question. Oui. Vous avez tantôt souligné que ces genres de travaux que j'envoie dans Google Classroom ne doivent pas être comptabilisés comme évalués, puisque la plupart du temps, ce sont des parents qui font ça à la place des élèves. Mais est-ce que je peux considérer ces travaux-là comme une sorte de consolidation ou bien des travaux comme des évaluations formatives? Parce qu'ils s'appliquent, alors ils travaillent par rapport aux choses qu'on est en train de voir en classe. Est-ce que c'est juste des travaux de consolidation que je dois les considérer ou bien comment est-ce que je dois les évaluer de façon formative ou non? Je pense que le point, c'est que tu sois certaine que c'est l'élève qui a travaillé. Si tu vois que ce n'est pas que l'élève qui a travaillé, à mon avis, enfin, je vais laisser aussi intervenir les autres personnes, mais à mon avis, ça ne devrait figurer nulle part. Enfin, oui, tu peux donner une évaluation formative, disons que tu peux donner de la rétroaction sur ce travail-là, mais l'élève, il faut que ce soit de la rétroaction vis-à-vis de son propre travail. Donc, je pense qu'il faut que ce soit quelque chose qui est fait en classe et sur lequel tu peux donner de la rétroaction immédiate ou quasi immédiate, mais il faudrait que ce soit fait en classe, en fait. Je pense que c'est ça. Ensuite, bon, je ne suis pas à ta place, donc je ne vois pas trop, mais si c'est quelque chose que tu as demandé d'écrire et tu te rends compte qu'effectivement, c'est probablement quelqu'un d'autre qui l'a écrit, pour moi, ça n'a pas de valeur. Non, c'est de la pratique. Ce qu'ils font à la maison, c'est pratiquer. Et peut-être qu'ils ont appris en faisant ça à la maison. Et peut-être qu'ils ont appris avec l'aide de leurs parents, etc., en le faisant. Mais il me semble que moi, je ne le compterai pas et je donnerai vraiment de la rétroaction formelle sur ce qui est fait en classe, seulement fait en classe. Et je voulais dire, pas pour conclure, mais ça me fait juste penser à quelque chose. Des fois, je me demande, vous savez, tellement au primaire, comme tu disais, Julie Saint-Onge et d'autres probablement parmi vous, vous dépendez tellement moins de l'écrit que nous après au secondaire, que oui, vous êtes plus habitués à écouter, vous êtes plus habitués à faire parler les élèves, ils vous parlent plus facilement, etc. Et aussi, je pense que les activités, souvent, et même en mathématiques, sont plus concrètes qu'ensuite au secondaire. Or, ce que l'on voit aussi, c'est que les élèves, je ne pense pas que ce soit seulement vous savez, leur évolution physiologique, etc., qui fasse que la baisse de motivation au secondaire, elle arrive à ce moment-là. Je pense que c'est parce que l'école change. Et je pense que nous, les enseignants au secondaire, il faudrait qu'on soit beaucoup plus en prise directe avec la réalité, les choses concrètes, etc. Et c'est toute une difficulté, mais si tous les jours, on arrive et on se dit, ce que je fais aujourd'hui, est-ce que je peux montrer à l'élève que c'est quelque chose qui n'est pas juste dans un programme d'études, mais qui sert dans la vie réelle ou qui est important pour la vie réelle, je pense que ça fait une grande différence et ça augmenterait notre motivation des élèves. Alors, c'est une petite idée juste à part comme ça, là, une de mes idées folles, là, mais... Peut-être, oui, d'accord, José. Peut-être j'aimerais vous demander avant qu'on se quitte, est-ce que, donc, on a un autre volet encore dans cette série d'évaluations, et qu'est-ce que vous aimeriez, de quoi aimeriez-vous qu'on discute? On avait déjà prévu quelque chose, je pense que c'était surtout sur la différenciation, voilà. Mais est-ce qu'il y a des points particuliers que vous aimeriez que l'on discute dans une prochaine session, dans la prochaine session qui est prévue donc le 12 mai, n'est-ce pas, Barbara? Le 12 mai. Hein? Oui, le 12 mai.
je réponds à Julie dans le clavardage. Oui, bien sûr, on peut rester pour le partage. Oui. Mais est-ce que vous pensez que parler de différenciation, ce serait une bonne idée? Est-ce que ce serait intéressant pour vous? Ou est-ce que voulez-vous qu'on creuse aussi le pas justement d'aller à l'enregistrement de nos conversations si c'est pour des évaluations sommatives? Enfin, comment arriver à mieux intégrer ça dans notre pratique, à franchir le pas, effectivement, de l'intégrer complètement? Vous pouvez prendre le micro ou… Moi, je dirais que ça serait très important, surtout avec les nouveaux curriculums, Oui, parce qu'on n'aura pas le choix que de regarder le curriculum différemment. d'accord. Donc, moi, je n'ai regardé que celui de mathématiques, mais c'est vrai dans toutes les… c'est vrai dans toutes les matières, c'est ça? Il y a un autre état d'esprit vis-à-vis de l'évaluation, c'est ça? Tant mieux, dans un sens. Donc, on parlerait plutôt de continuer. Donc, on pourrait développer encore plus comment intégrer cette triangulation, c'est ça, dans nos évaluations. Est-ce que c'est ça ce que tu suggérais, Julie? Oui, ça, c'est les bonnes pratiques d'évaluation. D'accord. Et de même, avec les nouveaux programmes d'études, la façon que les concepts sont présentés différents, c'est un peu plus explicite. Tandis que dans les anciens programmes, les grands concepts étaient plus implicites et il fallait interpréter. Ah, d'accord. Donc, il y a le processus, l'approche pour décortiquer va être différente. Ça, on va venir d'un autre angle. Donc, l'évaluation aussi. OK. Et puis, la mise en œuvre, c'est celle du programme de mathématiques. C'est ça, je discutais de ça avec Barbara l'autre jour. Donc, est-ce que ce serait intéressant d'aborder justement ou d'aller chercher un petit peu dans les nouveaux programmes comment aborder l'évaluation? Faire, disons, un petit embryon de… Regarder comment est décrit comment ces concepts sont décrits et comment on va adapter l'évaluation à ça. Je t'écoute, Barbara, je te laisse la… J'allais juste dire d'ici le 12 mai, on va peut-être avoir d'autres informations pertinentes pour ce faire, justement, au niveau du nouveau curriculum. Nous autres, au Conseil Centre-Nord, on a commencé, puis on a commencé des exemplaires d'évaluation. Merveilleux. Parfait. Est-ce que c'est possible aussi d'inclure la santé et le bien-être? Puis il y a l'anglais aussi, mais c'est ça, ce sont les trois domaines. Mathématiques, anglais, santé, éducation physique. OK. Parfait. Eh bien, je pense qu'avec ça, on va pouvoir se quitter. Absolument. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires avant qu'on se quitte? Est-ce que vous voulez laisser le Zoom ouvert pour ceux qui veulent rester? Oui. Oui, bien sûr. C'est ça. Donc, tous ceux qui doivent quitter, merci d'être venus. Merci de votre participation. Et on se voit le 12 mai. Merci beaucoup.